Merci beaucoup d'être venus nombreux encore aujourd'hui. En vous souhaitant une très bonne année 2023, nous reprenons aujourd'hui la série des conférences techniques, économie et commerce de la Méditerranée antique aux limites de l'archéologie pour la chaire de M. Brun. Alors, nous avons le grand honneur de recevoir David Mattingly, professeur d'archéologie romaine à l'Université de Leicester, qui nous fera voyager de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique du Nord, en Libye, pour parcourir les lieux qui traversent le Sahara ancien. David Mattingly est un éminent spécialiste d'archéologie romaine, des techniques agricoles et minières, de l'économie urbaine et de leur évolution, en suivant les grands événements coloniaux, mais toujours avec l'intention de ne pas se restreindre aux limites chronologiques et géographiques conventionnellement imposées par nos disciplines. Il s'est donc intéressé à différents sites en Tunisie et au Maroc, ainsi qu'en Jordanie et ailleurs au Proche-Orient et même en Bretagne. Pour que les études sur l'Antiquité puissent survivre, à une époque où elles cherchent toujours de nouveaux moyens de se financer, David Mattingly s'est montré pionnier dans la sensibilisation à l'héritage culturel et à la gestion du patrimoine universel. C'est ainsi qu'il a voyagé au-delà de l'Empire romain en Libye, dans le Sahara central, occupé par les Garamantes, un royaume puissant et peuplé, basé sur de vastes communautés agricoles oasiennes, sédentaires et des groupes pastoraux aux environs. De 2011 à 2017, David Mattingly a dirigé le projet européen Trans-Sahara et étudié la formation de l'État, la migration et le commerce dans le Sahara central sur une très longue étendue chronologique, de 1000 avant Jésus-Christ jusqu'à 1500 de notre ère. Des recherches archéologiques dans la région du Fezzan ont mis au jour une étonnante quantité de biens importés dans la zone du désert, à dos de chameaux et d'ânes, parmi lesquels de l'huile et du vin. Une très longue série de publications communique les résultats de ces recherches, auxquelles il fera référence par la suite. Jusqu'à aujourd'hui, une grande attention scientifique s'est portée sur le caractère militaire et défensif des provinces frontalières de Rome, le commerce n'étant reconnu comme un élément significatif que dans des cas rares ou exceptionnels, comme c'était le cas pour la route de la soie. À partir d'une série d'études centrées sur le Sahara central, le professeur Mattingly soutient que les contacts économiques aux limites de l'Empire romain étaient plus généralement à la fois complexes et importants. En s'éloignant de l'Italie et de l'Empire romain, les relations commerciales au-delà des territoires provinciaux soutenaient les tentatives de contrôle hégémonique au-delà de la zone de garnison. Je vous laisse la parole et on va faire le point. Merci. Alors, bonjour tout le monde et merci beaucoup Despina pour cette introduction généreuse et informative et aussi pour votre assistance en préparant la présentation. Jean-Pierre Brun a toujours été un de mes idoles académiques et c'est un grand honneur et un plaisir d'être ici aujourd'hui pour présenter une contribution sur l'impact économique de l'Empire romain au-delà de ses frontières territoriales en Afrique du Nord. Une grande attention scientifique a été portée sur le caractère militaire et défensif des provinces frontalières de Rome, le commerce n'étant reconnu comme un élément significatif que dans des cas rares ou exceptionnels. Aujourd'hui, à partir d'une étude du Sahara central, je tenterai d'expliquer comment les contacts économiques aux limites de l'Empire romain étaient plus généralement à la fois complexes et importants. Dans une large mesure, les relations commerciales au-delà des territoires provinciaux ont étayé les tentatives romaines de contrôle hégémonique
au-delà de la zone de garnison et ont donné aux voisins de l'Empire des stratégies alternatives à la guerre et aux voyages sur lesquels ils ont pu construire leurs propres relations avec l'Empire. Les Garamontes étaient le peuple le plus important du Sahara central, un royaume puissant et peuplé. Les travaux pionniers ont fourni une quantité substantielle d'informations sur leurs relations économiques avec l'Empire romain. Ces nouvelles données nécessitent une réévaluation significative de la nature des relations économiques de Rome avec les voisins sahariens. Je discuterai d'abord l'évolution de nos connaissances des Garamontes au cours des dernières décennies et je présenterai quelques aspects clés de leur civilisation. La deuxième partie de la présentation abordera ensuite ce que nous savons de leurs relations économiques avec l'Empire romain et d'autres partenaires commerciaux du monde transsaharien. Dans la dernière section, je considère les économies frontalières du Sahara romain de manière plus générale, en notant la complexité des relations de Rome avec les populations du désert et les perspectives différentes requises lorsque l'on reconnaît l'existence d'importantes populations oaséennes et le développement du commerce saharien dans la période pré-islamique. Alors, introduction aux Garamontes. C'est bien établi qu'il existe des civilisations anciennes dans le monde méditerranéen et en quelques régions de la zone subsaharienne. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans la zone entre ces régions, ces États méditerranéens et ces civilisations subsahariennes pré-islamiques? La plupart des cartes de ces périodes représentent le Sahara comme un vaste espace vide. Il est devenu normal de le considérer comme un territoire pratiquement impassable jusqu'au moment où le commerce transsaharien de la période islamique a ouvert des possibilités de contact. Le Sahara, au temps des Romains, est resté fort inconnu. Le problème est en partie lié aux conditions désertiques extrêmes et à la vaste extension du Sahara, ce qui représente des difficultés logistiques considérables pour toute expédition archéologique. Le Sahara n'a pas toujours été un désert aride, bien sûr, mais les chercheurs qui étudient le climat et l'environnement du Sahara s'accordent à dire que les conditions arides que nous connaissons aujourd'hui commencent il y a environ 5000 ans. Et même si l'on considère des fluctuations climatiques mineures dans la période qui nous intéresse, le Sahara ne connut pas la suite que des précipitations très limitées et des étés extrêmement chauds, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. On doit la première mention des Garamontes du désert de Libye du Sud à Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il a souligné en particulier leur extraordinaire bétail et leur chasse aux troglodytes éthiopiens en char. Les Garamontes apparaissent par la suite à plusieurs reprises comme l'exemple parfait des barbares du Sud. Du point de vue des civilisations méditerranéennes, ce sont des brigands, des nomades, sans foi ni loi, aux mœurs légères, sauvages, exotiques. Le vocabulaire utilisé pour les décrire est plein de stéréotypes négatifs et de références aux barbares. Les auteurs romains plus tardifs les décrivent toujours principalement comme des nomades vivant dans des tentes et enclins au pillage, comme par exemple dans ce passage de Lucien de Samosate. Les Garamontes étaient donc généralement décrits comme un peuple nomade et barbare.
Nous devons nous méfier de tels stéréotypes littéraires. Ils font partie d'une façon élaborée de dépeindre le monde afin de conformer aux idées préconçues et aux préjugés des civilisations méditerranéennes. Les auteurs anciens suivaient une série de stéréotypes type tenace selon lesquels les peuples étaient décrits comme étant d'autant plus primaires et barbares qu'ils habitaient loin de la Méditerranée. On commence autour de la Méditerranée avec des peuples sédentaires et urbanisés. En s'éloignant, on croise des groupes moins évolués, des nomades qui habitent des tentes ou occupent des campements temporaires. Et dans ce schéma, on finit logiquement loin à l'intérieur des terres par des sous-hommes ou bêtes fantastiques, sans tête, avec les yeux sur la poitrine, etc. Mes expériences de recherche sur la réalité archéologique des Garamantes et d'autres peuples du désert ont donné une perspective complètement différente. L'archéologie a démontré combien ces stéréotypes sont erronés. En effet, on sait maintenant que les Garamantes étaient un peuple urbain, agricole, lettré, avec une société bien ordonnée, utilisant des technologies avancées et commerçant fréquemment avec des hommes méditerranéens et subsahariens. J'espère que la suite de ma présentation vous convaincra du bon fondement de ces affirmations. Cela crée un nouveau paradigme pour l'étude de la société africaine. Je présenterai les fruits de 40 années de recherche, mais surtout les résultats de deux grands projets. Le premier est le Fezzan projet, sujet de la série de 4 volumes de l'archéologie du Fezzan, concernant essentiellement l'archéologie des Garamantes. Plus tard, avec les fonds du Conseil de recherche européen, j'ai élargi ma perspective à d'autres peuples de l'ancien Sahara, souvent appelés collectivement Gaïtuli. Les relations des Garamantes et Gaïtuli avec l'Empire romain étaient au centre des 4 volumes de ce projet Trans-Sahara. Je voudrais tout d'abord vous donner une idée du contexte chronologique et géographique des Garamantes. Le temps des Garamantes date entre 3000 ans et 1100 ans avant aujourd'hui. La chronologie peut être divisée en 4 grandes phases. 1000 à 500 ans avant Jésus-Christ, la phase garamantienne précoce. 500 ans à 1 an avant Jésus-Christ, la phase garamantienne proto-urbaine. 1 an à 400 ans après Jésus-Christ, phase garamantienne classique. 400 à 700 ans après Jésus-Christ, phase garamantienne tardive. Et après 700 ans, les phases post-garamantiennes et islamiques marquent un déclin dans les paysages des Garamantes. Pour comprendre les Garamantes, il faut considérer leur relation avec les réseaux de routes et d'oasis qui permettaient la vie et supportaient le commerce au travers du Sahara. Le creux de territoire des Garamantes se trouvait dans une région du sud-ouest de la Libye, connue aujourd'hui sous le nom de Fezzan. Le centre principal était la ville de Jama, anciennement Garama, située environ 1000 km au sud de Tripoli et 500 km plus au sud que la frontière de la province. Fezzan est le plus grand groupement d'oasis à l'ouest du Nil et se trouve à un important carrefour entre les routes est-ouest et les routes nord-sud. Les oasis du Fezzan sont arrangés en 3 bandes principales, l'oued Achati à nord, l'oued Al-Ajal et le bassin du Merzouk au sud. Jama se trouvait dans la bande centrale, l'oued Al-Ajal. La surface totale de ces oasis, c'est des vastes étendues désertiques entre celles-ci et de l'ordre de 250 000 km².
Les terres cultivables dans les oasis ne représentent cependant qu'un minuscule pourcentage de cette surface. Quelques missions archéologiques au siècle dernier commencera à donner des indices de l'importance et du niveau de sophistication des Garamantes. Cela a débuté avec une mission italienne dans les années 1930, puis à plus grande échelle avec les fouilles d'un archéologue soudanais, Mohamed Ayoub, et d'un archéologue britannique, Charles Daniels. Dans les années 1970, Cependant, à l'exception de 3 sites proches les uns des autres dans le Wadi al-Ajal, Jama, Zinkakra et Saniet Jibril sur la carte, aucun autre habitat ne fut exploré et le travail ne fut pas publié en entier à l'époque. Les impressionnants cimetières des Garamantes étaient très étendus dans la zone des oasis, mais en absence d'habitat reconnaissable, certains chercheurs préféraient les interpréter comme reflétant la nature nomade de ce peuple principalement. Ainsi, au début de mon travail dans le Fezzan, seule une poignée d'habitats garamantiens étaient identifiés. En raison d'un important travail de reconnaissance sur le terrain et à l'aide de l'imagerie satellite et un vaste programme de datation radiocarbone, nous savons maintenant que les zones d'habitat se comptent en fait par centaines de sites et qu'une grande partie de la population était sédentaire et vivait dans les villages et hameaux, sur l'écran seulement un petit morceau de le territoire autour de Garama. Les premières habitations des Garamantes étaient sur les sites perchés et fortifiés. Une vingtaine d'exemplaires sont maintenant identifiés dans le Wadi al-Ajal. Et nous allons voir que ces sites étaient dès le départ associés à l'agriculture. Zinkakra est l'exemple typique des premiers villages garamantiens. Il s'agit essentiellement d'un oppidum du type éperon barré fondé vers 1000 ans avant Jésus-Christ. Les fouilles à Jama de Mohamed Ayoub révèlent une remarquable architecture en pierre sur les structures en terre crue plus tardives des périodes médiévales et du début des temps modernes. Son bâtiment 1 était une construction extraordinaire en pierre de taille, ornée d'éléments architecturaux d'inspiration méditerranéenne, bien que la forme architecturale des 2 salles jumelles avec des colonnades longitudinales soit probablement partiellement d'inspiration saharienne. Non loin de là, au nord, il mit au jour un autre bâtiment en pierre avec des marches qui connut plusieurs phases de développement. Vous pouvez remarquer ici l'endroit où nous avons fouillé plus tard, juste derrière le bâtiment, et où nous avons trouvé de nombreuses fosses. Les vestiges architecturaux indiquent ici aussi que la façade était ornée d'une colonnade et ce bâtiment fut interprété comme étant un temple, bien qu'il combine à nouveau des éléments méditerranéens et sahariens. Cette interprétation est aussi renforcée par les objets retrouvés dans le bâtiment et en particulier des fragments de sculpture et une rosette en or. Mes fouilles dans les fosses situées juste derrière le temple ont révélé une série de fragments des figurines qui n'ont vraiment pas une apparence méditerranéenne et des vestiges de textes dans un script libyen, garamantien, trouvé dans un contexte stratifié du 1er siècle après Jésus-Christ. Au-delà de Jama, on connaît maintenant beaucoup de sites d'habitation. Un exemple typique est le village ouvert de Saniet Jibril, tout proche de Jama, où Daniels a fouillé un complexe des bâtiments en briques en terre crue. Il y a eu 3 phases de construction ici entre le 1er et 4e siècle après Jésus-Christ. Une reconnaissance intensive dans le Wadi al-Ajal nous a permis d'établir l'existence et la date de nombreux autres villages de l'époque des Garamantes.
Mais la culture prolongée de l'oasis en cette zone vient brouiller la nature et l'étendue exacte de beaucoup de ces sites. Il est clair que dans l'Oued al-Ajal, la phase de croissance la plus importante des villages et des oasis eut lieu dans les derniers siècles avant Jésus-Christ, et que certains de ces sites furent par la suite renforcés par les complexes fortifiés. Nous avons fait aussi un grand travail de télédétection dans la zone méridionale des oasis de Fezzan, près de Merzouk, qui consistait à cartographier les traces d'habitat visibles sur l'imagerie satellite et à effectuer une vérification au sol pour une sélection des sites. Nous avons repéré 158 villages, 184 cimetières, 30 km² de champs et plusieurs systèmes d'irrigation. L'occupation de certains de ces sites a été constatée par des méthodes radiocarbone. Nous avons cartographié de nombreuses zones d'habitat fortifié qui se trouvent au milieu de traces des jardins abandonnés. La densité de ces sites dans le paysage est très élevée. L'image en haut à droite montre 10 villages fortifiés dans un espace seulement de 4 km². Certains de ces sites sont très vastes et présentent un niveau de complexité urbain, ce qui vient dire que ce sont quelques-uns des premières villes du Sahara, et ce qui montre bien que Jama n'était pas un site unique et exceptionnel. Les dates radiocarbone indiquent qu'à cet endroit, la fondation des villages est effectuée plus tardivement, à l'époque garamontienne classique ou tardif, et beaucoup de villages ont l'air d'avoir été fortifiés dès le début. On peut donc commencer à remplir le paysage vide du Sahara avec cette connaissance améliorée de l'implantation garamontienne. Cette image montre les zones du Fezzan pour lesquelles nous avons accès aux photos aériennes et de l'imagerie satellite. J'ai marqué l'emplacement des sites de Jama, Sangye Jibril et Zinkakra en rouge. Et ici, nous pouvons voir dans les mêmes secteurs la densité des sites de l'ère garamontien qu'on connaît aujourd'hui. La nature sédentaire de ces habitats et le lien avec les zones d'oasis de Fezzan sont clairs. Alors maintenant, l'économie garamonte. Les indices botaniques offrent d'informations importantes concernant l'activité économique des Garamontes. À l'oppidum de Zinkakra, qui date de la période garamontienne précoce, Daniels avait trouvé déjà des preuves de la culture des dattes, de blé et de l'orge, des raisins et des figues. Il y a environ 2800 ans, la datation pour ça. Dans ce climat hyperaride désertique, cela n'était possible qu'avec un système d'irrigation. Les données complémentaires maintenant disponibles pour le site de Jama montrent une gamme plus variée de plantes cultivées à l'ère garamontienne classique et même plus variée qu'au début du temps moderne, avec en particulier plus des fruits. Les trois cultures soulignées en vert revêtent une importance particulière parce qu'il s'agissait d'éléments ajoutés à l'ensemble des cultures de la zone subsaharienne au cours des derniers siècles avant notre ère. Cela correspond au moment où les Garamontes ont adopté une technologie d'irrigation améliorée avec les canaux souterrains. Le système d'irrigation appelé Foggara, c'est similaire au Kanat de Perse, distribuait de l'eau courante au centre de l'oasis depuis les aquifères souterrains situés sous l'escarpement à la limite des oasis. Les Foggara de l'Oued al-Ajal comprenaient plus de 550 éléments d'irrigation distincts, soit un total de plusieurs milliers de kilomètres de tunnels souterrains avec plus de 100 000 puits permettant de les construire et de les entretenir. La force de travail nécessaire à la construction de ce système est d'environ 80 000 hommes-années,
Par exemple, on peut envisager l'équivalent d'une équipe de 400 hommes qui travaillaient sans cesse pour 200 ans pour les construire. Nos travaux de prospection ont permis d'identifier des centaines de sites d'habitat garmentien, comme nous avons vu. La différence entre l'implantation garmentien et celle de l'époque moderne, tirée d'un recensissement italien à droite ici, montre bien la nature extraordinaire de la période garmontienne. On peut suggérer que ce moment marque l'apogée pour cette région du Sahara. Pendant l'ère garmontienne, on observe des traces considérables d'activités de fabrication et consommation de beaucoup de types de matériaux. La métallurgie avec le travail de cuivre et de fer, filage et tissage de textiles, travail de l'ivoire et production en masse des perles. Je vais maintenant me tourner vers les témoignages importants de la façon dont les garamontes fabriquaient de toutes sortes d'objets et la sophistication technologique. La manufacture de perles était manifestement une activité très importante dans les sites garamontiens, et nous devons garder à l'esprit que dans le Sahara, les perles servaient parfois de monnaie. Ils fabriquaient des perles à partir d'œufs d'autruche, de verre, de métal et de différentes sortes de pierres semi-précieuses. La collection que vous pouvez voir sur l'écran provient du site de Sania Djibril et montre des perles faites de différents matériaux et aux différents stades de leur élaboration. Cette diapo montre aussi les pierres rainurées qui devaient être utilisées pour la mise en forme et le polissage des perles. Au cours de nos fouilles de sépultures garamontiennes, nous avons eu la chance de retrouver un certain nombre de colliers de perles intacts que nous avons pu fouiller perle par perle et reconstituer dans l'ordre original. L'utilisation de la cornaline rouge et de l'amazonite turquoise est particulièrement frappant. On peut déduire de la position sur les squelettes qu'elles pouvaient être portées soit en collier, soit autour de la taille. La présence de traces importantes de travail de l'amazonite et de cornaline, deux pierres qui proviennent d'une région loin de Jama, indique vraisemblablement que les garamontes contrôlaient un vaste territoire. En effet, nous avons des traces de travail primaire des deux pierres, ce qui signifie qu'il avait accès aux carrières qui se trouvaient probablement près du massif de Tibesti, à environ 400 km au sud-est de Jama. Nos analyses d'échantillons de cornaline nous permettent maintenant de définir des signatures chimiques contre lesquelles d'autres fragments de cornaline trouvés en région saharienne pourront d'ailleurs être comparés. Nous pensons que cette pierre devait être l'un des éléments majeurs du commerce entre les garamontes et aussi bien le Sahara que le monde romain. Nous avons aussi retrouvé de nombreuses traces nous permettant de dire que les garamontes étaient habiles dans le travail du métal. Nous avons par exemple trouvé des foyers pour le travail du fer et du cuivre, et l'analyse scientifique des alliages de cuivre et des sites garamontiens a suggéré que les artefacts, en particulier le laiton fabriqué en Méditerranée, étaient recyclés ou refondus pour produire des artefacts fabriqués localement ou de petits lingots de barre parfaitement adaptés comme matériau commercial voués au sentier saharien. Il est intéressant de noter qu'une analyse récente d'objets en alliage de cuivre retrouvés à Kissi, un site d'Afrique de l'Ouest près du cul du fleuve Niger, suggère aussi une source méditerranéenne du métal. Autre chose intéressante, la majorité des deniers romains en argent enregistrés par nous à Fezzan ont été trouvés sur un site de travail des métaux.
ce qui suggère qu'ils étaient peut-être destinés au recyclage pour le contenu en argent là-bas. Il n'y a aucune preuve que les Garamantes utilisaient des pièces comme monnaie. Plusieurs objets en or indiquent que les Garamantes avaient accès à une source de ce métal précieux, sans doute par des contacts commerciaux. Le verre est une autre matière transportée de la Méditerranée aux Garamantes, et nous avons de nombreux bracelets, vases et perles qui nous permettent de démontrer que cela s'effectuait à une échelle considérable. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que nous avons des indications suggérant que ce verre était parfois recyclé ou retravaillé pour la production locale de perles. Ceci représente la trace la plus ancienne de travail de verre dans le Sahara et correspond peut-être à une étape importante dans la transmission du travail de verre vers l'Afrique de l'Ouest. Le filage et le tissage de textiles sont clairement attestés par la trouvaille au cours de nos fouilles de beaucoup de fuseaux et de poids de métier à tisser. Nous pourrons aussi démontrer des fragments distinctifs des textiles dans les sépultures garamantes qui attestent d'un grand volume et d'une capacité de fabrication textile de haute qualité dans les oasis garamantes. Un examen attentif des descriptions détaillées des cargaisons indique que les textiles et les vêtements ont été l'un des produits les plus importants en termes de volume lors des longues périodes de commerce saharien. C'est les sources médiévales, en effet. Le point relatif, la pliabilité et la durabilité des textiles les rendaient commodes pour le transport dans un désert sur les bêtes de somme. Il était également universellement nécessaire sur toutes les parties de réseaux commerciaux. Tout le monde a besoin de vêtements. Les Garamantes produisent du coton, probablement à partir d'environ 400 avant notre ère, et à partir des premiers siècles de notre ère, la production a beaucoup augmenté. Ces textiles ou vêtements confectionnés ont eu une valeur élevée, à la fois sur les marchés méditerranéens et sur les marchés du sud-ouest de la boucle du Niger. Ces textiles viennent s'ajouter à la liste des commodités qui formaient probablement la base de commerce entre les Garamantes et d'autres peuples sahariens et subsahariens. Alors, troisième partie en concerne les issues plus générales. À différentes époques, les historiens ont plus ou moins cru à l'existence et l'importance du commerce transsaharien dans l'Antiquité. Je dois avouer avoir été sceptique initialement, mais mes investigations sur les Garamantes m'ont amené à changer d'avis. Bien sûr, il y avait une masse des importations romaines à Garamantium-Fezzan, mais pas au-delà, vers le sud. Ce fait a parfois été interprété comme la preuve décisive que le commerce transsaharien n'a commencé qu'à l'ère islamique. Mais on peut aussi l'interpréter d'une autre manière. Andrew Wilson a passé en revue les preuves pour et contre le commerce transsaharien pré-islamique et a proposé quelques idées intéressantes. Il a avancé le point de vue selon lequel, plutôt que de considérer le commerce transsaharien comme un système d'échange ciblé à longue distance, nous devrions plutôt le concevoir davantage comme une série de sous-systèmes imbriqués à courte ou moyenne distance. On peut dire down the line trading en anglais. De ce point de vue, on pourrait s'attendre à une corrélation étroite entre l'approvisionnement des marchés civils et militaires dans les zones frontalières des provinces romaines au nord de Fezzan et les biens qui ont voyagé au-delà. Enfin, il semblait y avoir des distinctions importantes entre ce qui était échangé avec les Garamantes et les marchandises transportées dans le cadre des mécanismes romains d'approvisionnement des garnisons de Tripolitains et de la communauté civile de la zone prédésertique.
L'implication logique de ceci est que différents mécanismes ont servi chacun de ces marchés, plutôt que de dire que les communautés prédésertiques s'appuient sur l'approvisionnement militaire ou vice-versa, ou le commerce au-delà du territoire romain, représentant seulement un sous-ensemble du matériau qui était régulièrement échangé avec les peuples prédésertiques et les forts romains. Il y a bien sûr quelques similitudes dans les assemblages de poterie dans ces trois groupes de sites. Il fallait s'y attendre puisqu'ils partageaient un accès similaire aux importations et centres de production. Mais les différences sont importantes. Là où il existe une meilleure documentation des pratiques commerciales dans le commerce transsaharien, nous pouvons prouver qu'il s'agissait d'un système basé sur des connaissances approfondies. Les cargaisons destinées pour plusieurs marchés éloignés étaient soigneusement choisies et rassemblées. Ma légère variation par rapport au modèle proposé par Wilson est donc de suggérer que pour le commerce de la Méditerranée au Garamonte et ensuite du voyage des Garamontes vers leurs différents partenaires commerciaux sahariens, il y avait une sélection claire des marchandises à transporter pour chacun, déterminée par le marché ciblé. Les Garamontes, sûrement, aimaient beaucoup la verre et les poteries romains, et bien que ce matériau fût difficile à transporter sur les sentiers sahariens, c'est ce que les marchands du monde romain étaient obligés de faire pour les Garamontes. Ces produits romains dépassaient réellement les consommateurs Garamontes. Les Garamontes, qui étaient les principaux acteurs du commerce avec des partenaires au sud et du sud-ouest, fabriquaient une gamme de produits mieux adaptés que les objets méditerranéens aux marchés les plus éloignés. Et cela implique aussi le recyclage d'objets romains en laiton ou ingot. On peut remplacer le vieux modèle d'une Sahara vide en Antiquité classique avec un nouveau paradigme d'une Sahara qui est bien connectée par une étape précoce, le royaume des Garamontes. Il est clair que les Garamontes ont joué un rôle fondamental dans les dernières phases de développement des routes du Sahara central, à partir desquelles les modèles commerciaux islamiques plus complexes ont évolué. Un problème majeur pour retracer archéologiquement le commerce saharien est que la plupart des principaux produits concernés étaient des matières organiques, culture oasienne, textiles, cuir, animaux, persans, les Slaves, ou des biens de grande valeur comme l'or, d'autres métaux, l'ivoire, les pierres semi-précieuses, etc. Comment alors avoir une idée de l'ampleur du commerce saharien pré-islamique? Aucun de ces types de matériaux ne se vit de manière facilement quantifiable dans les gisements archéologiques. Le meilleur indicateur d'un grand volume de commerce saharien concerne le proxy des marchandises romaines importées dans les sites Garamontes à travers 1000 km de pistes pré-désertiques. Si seules de petites quantités ont été trouvées limitées à quelques structures d'élite ou de sépultures, on pourrait dire que ce n'était pas de tout le résultat d'un commerce, mais explicable en termes d'échanges diplomatiques entre Rome et les Garamontes. Mais une caractéristique notable des Garamontes est qu'ils utilisaient une large gamme de poteries romaines. Les imports de céramique romains sont utiles car ils nous permettent d'estimer le commerce de façon plus générale. Pendant la période classique garamontienne, on constate une énorme augmentation de l'importation de céramique sigillée fine romaine et d'amphores pour le vin, l'huile d'olive et autres denrées liquides. Ces imports
sont à leur maximum pendant les 2 premiers siècles de notre ère, puis continuent de façon plus réduite jusqu'à la période garamantienne tardive, après laquelle ils disparaissent pratiquement. On peut observer la même distribution pour la céramique que les vaisseaux en verre. Le volume et la gamme de la culture matérielle romaine trouvée à Fezzan sont extraordinaires. Ces céramiques se trouvent en abondance dans les sites d'habitation et les sépultures, comme par exemple dans cette tombe de la fin du 1er siècle. Bien sûr, les céramiques romaines étaient plus fortement concentrées dans les tombes de type élite, où plusieurs récipients en vaisselle fine, ainsi que des lampes, des flasques, quelques amphores et plusieurs récipients en verre ont été trouvés. Cependant, même des monuments funéraires relativement simples des 1er au 4e siècle de notre ère contiennent une ou plusieurs importations romaines. Plus de 180 amphores ont été récupérées sur l'environ 200 sépultures garamantiennes fouillées, presque un dans chacun, avec un nombre total de sépultures de garamantiens d'environ 240 000 et peut-être la moitié de celles relatives à la période de haut niveau des importations. Cet échantillon suggère un commerce hypothétique de 120 000 amphores sur une période de 500 ans, ce qui correspond à un moyen de 240 amphores par an, ou 120 animaux de bât s'ils sont transportés par paire. Un simple examen des nombreuses amphores intactes récupérées dans les sépultures garamantes montre que celles-ci se présentent en 3 modules principaux de taille, petits, moyens et grands, qui sont logiquement liés aux capacités de charge variées des différents animaux de bât. Une paire de petits amphores aurait facilement pu être transportée par une âne, une paire de moyens par un cheval ou plus probablement un mulet, et les plus grands uniquement par des chameaux. Il réseau également des fouilles sur les sites de peuplement des Garamantes que les produits transportés par les amphores étaient aussi utilisés et consommés dans la vie quotidienne des Garamantes. La quantité de poterie romaine importée à Garama, la capitale Garamante, environ 2500 tessons, est également impressionnant si on tient compte de la superficie relativement réduite de nos fouilles. Le nombre absolu minimum de vaisselle céramique serait 100 pots, mais dérivé d'une fouille de moins de 0,002% de la superficie de la ville de Gemme, ce qui donne une estimation approximative de 60 000 vaisseaux importés pour Garama seul, ou 120 chacun pour 500 ans. La poterie romaine est présente dans des centaines d'autres sites garamantiens aussi. Cela implique certainement des importations à l'usage domestique à une échelle proportionnelle au matériel trouvé en contexte funéraire. Il faudrait donc peut-être doubler mon estimation du nombre de bêtes de somme pour les amphores seuls, soit 240 bêtes de somme par an. L'estimation du nombre total de bêtes de somme et du nombre de caravanes par an à partir de ce type de données est manifestement très incertain. Mais à partir de ces indicateurs, c'est bien possible que le nombre moyen d'animaux pour les caravanes annuelles a pu être à 3 chiffres. Selon la pratique d'autres phases du commerce saharien, lorsque les caravanes étaient rarement inférieures à 30 animaux ou supérieures à une centaine, cela suggérait plusieurs convois distincts chaque année. Certaines périodes ont sans doute connu des caravanes plus fréquents ou plus importants. Des documents quotidiens écrits à l'encre sur les tessons de poterie, les ostraca, du fort romain de Golea, moderne Bunjim, fournissent des preuves importantes à l'appui de l'existence de caravanes spécifiquement destinées aux Garamantes.
Il y a des références à un statio camelorum dans les Ostraca, et bien que sa fonction et son identification précise sur le terrain soient débattues, l'interprétation la plus plausible est qu'il s'agissait de l'équivalent d'une caravansérail. Des études sur le commerce de la route de la soie traversant Palmyre, par exemple, ont identifié un certain nombre d'exemples de ce à quoi ces structures pourraient ressembler. Un grand complexe clos rectangulaire pour l'abri et l'alimentation et le breuvement des animaux, avec de nombreuses petites pièces autour de la périphérie pour le logement des marchands. Des structures de ce type sont connues dans le banlieue de Leptis Magna, et il est plausible qu'elles aient été les bases terminales du commerce saharien, où les marchandises étaient stockées et les bêtes de somme rassemblées avant le départ et ramenées au retour. La référence d'une statue camelorum dans les Ostraca suggère qu'elle se trouvait au fort de Bungem très près de celui-ci, car les tâches quotidiennes des soldats incluent un travail détaillé ad camelos. Si nous regardons le contexte plus large du fort de Bungem, il se trouve à moins d'1 kilomètre d'une petite oasis et d'un emplacement d'un certain nombre de puits importants. Une courte distance au nord du fort et de l'oasis, il y a une enceinte surrectangulaire d'environ 65 par 57 mètres de large. Il n'est pas datable et pourrait concerner n'importe quelle phase du commerce saharien, mais c'est au moins un bon candidat pour le statue camelorum et situé là où on pourrait attendre, en étroite association avec un puits important. On peut retrouver des confirmations de l'importance de bêtes de somme en territoire garamontien aussi, comme par exemple les figurines que j'ai trouvées à Jama en association avec le temple. Les centaines de bêtes de somme que j'ai suggérées qu'ils rentraient chaque année à Fezzan devaient également transporter des cargaisons de retour. Ce n'était évidemment pas l'équivalent économique de la route de la soie ou du commerce de la mer Rouge avec l'Inde, en termes de volume ou de valeur pour l'Empire romain, bien que son organisation partage certaines caractéristiques. Il semble raisonnable d'affirmer que le commerce saharien se situait au deuxième rang au commerce extérieur de l'Empire, mais il reste toujours d'une certaine importance. Le fait que les marchandises romaines n'aient pas dépassé Fezzan en grande quantité indique, comme j'ai montré, que les Garamontes avaient d'autres choses à échanger avec des partenaires commerciaux plus au sud et au sud-ouest. Il existe des possibilités évidentes pour les produits désirés par Rome, en partie dérivés de ce que nous savons d'autres périodes de commerce transsaharien, notamment l'or, les esclaves, l'ivoire, les bêtes sauvages et les sels, dont le natron en particulier. Mais c'est loin de tout. Les produits agricoles de l'oasis elles-mêmes, en particulier les dattes et les céréales, avaient clairement une valeur. Pline l'Ancien accorde une grande attention aux variétés de dattes et aux merveilles de la productivité de l'oasis. Nous savons également, par Pline, que les Garamontes étaient une source majeure d'approvisionnement pour l'Empire romain en cornaline, juste après l'Inde. L'archéologie a produit de nombreuses preuves de travail de la cornaline, comme nous avons vu. La capacité de fabrication d'une grande variété de choses au site garamontien et leur accès à autres marchandises de valeur comme les esclaves, l'or et l'ivoire en Afrique de l'Ouest suggèrent que la supervision et le contrôle douanier du commerce saharien étaient une tâche importante des garnisons romains avancés dans les forts comme Golère, Mide et Kidamos. La preuve d'une diffusion plus large de l'agriculture oaisienne, précoce dans le Sahara central et septentrional, et de sa croissance substantielle à l'époque romaine est importante. Les Gaetuli,
au nord de Garamonte, partageait clairement beaucoup de points communs avec les Garamontes en termes de développement précoce des oasis. L'avancée des forts romains dans l'environnement entièrement désertique devient beaucoup plus compréhensible s'il était placé à des points d'eau établis, là où des oasis existaient déjà, avec une double fonction de surveillance de ces communautés et du commerce saharien. Un autre aspect des relations transfrontalières de Rome peut avoir été de créer ou de maintenir un marché d'esclaves. Il y a de fortes raisons de croire que c'était un aspect clé des relations des Garamontes avec d'autres peuples sahariens et subsahariens. On rappelle le chasse des Éthiopiens qui a mentionné Hérodote. Alors que la prise d'esclaves était peut-être déjà une caractéristique de ces sociétés à l'époque pré-romaine, il est probable que cela soit devenu plus prononcé sous l'influence de Rome. L'approvisionnement en esclaves et en bêtes sauvages de l'extérieur de l'Empire était certainement deux opportunités d'empire économique favorisées pour les groupes indigènes. L'importance de la production textile garamantienne a été évoquée. Des études ethnographiques du Sahara en temps plus récents montrent que la production textile a souvent été une activité économique subsidiaire importante de ces communautés. Dans une intéressante série d'études, Stéphanie Guédon a réinterprété un document célébré de la zone militaire africaine, le tarif douanier de Zaraï en Algérie. La liste des produits du tarif Zaraï relevait d'un certain nombre de lois douanières. La gamme de produits comprend des articles qui doivent provenir de l'intérieur de la province, amphores, éponges, et un certain nombre qui provient plus probablement de l'extérieur, esclaves, dattes. Les produits animaux indiquent sûrement que les pastoralistes étaient impliqués à un certain niveau dans le commerce et les échanges indiqués. Il existe également un certain nombre d'autres produits de base de commerce saharien, tels que les textiles, les vêtements et les articles en cuir. Le document a été considéré à différentes époques comme marquant les tarifs sur les marchandises se déplaçant le long de la frontière de la Numidie ou entre la Numidie et la Mauritanie césarienne à l'ouest, ou sortant de l'Empire. L'option alternative selon laquelle les biens de valeur entraient également dans l'Empire ici n'a pas reçu beaucoup de crédit, en grande partie à cause du sous-développement supposé de la société gaïtulienne. Guédon s'est concentré sur la section de tarifs Zaraï traitant des textiles et a attiré l'attention sur l'utilisation de deux adjectifs, peregrinus et affreux, manifestement pour décrire les textiles d'origine provinciale et extérieure. Conscient des nouvelles preuves de mon travail de production textile garamontien, elle a suggéré que nous pourrions avoir ici un enregistrement de textiles ou vêtements garamontiens traversant la frontière pour entrer entre l'Algérie, bien que Zaraï soit très très loin au nord et à l'ouest de Fezzan. Cela semble un détour improbable et inutile pour le commerce garamontien. Cependant, il existe d'autres alternatives qui conviennent mieux. Le Sahara algérien, un peu au sud de Zaraï, contenait plusieurs groupes d'oasis qui s'étendaient à la fois à l'intérieur et de la province et à l'extérieur. La fabrication et le commerce saharien ont donc probablement fait partie de la raison d'être de cette zone aussi. Il semble très probable que les textiles de ces oasis faisaient partie intégrante des réseaux d'échanges enregistrés à Zaraï, et la distinction entre étrangers et locaux était aussi marquée dans les différents niveaux de droits de douane. Le contexte du déploiement militaire dans les secteurs désertiques de l'Afrique du Nord apparaît bien différent lorsqu'on reconstitue les oasis et les populations sédentaires
aux côtés des éléments pastoraux reconnus depuis longtemps pour les Gaïtuls et Garamantes. Néanmoins, il y avait sans aucun doute un aspect d'exploitation dans les relations économiques entre l'armée romaine et les civils des zones de sécurité. Mais finalement, le développement du commerce, de l'économie entre Rome et les communautés de désert peut être considéré comme important non seulement sur le plan économique de Rome, mais aussi pour les dividendes de la paix durant la période où les peuples du Sahara ont choisi de commercer plus que de piller le territoire romain. Enfin, il est important de reconnaître qu'une grande partie des preuves que j'ai présentées aujourd'hui indiquent que les acteurs locaux ont un rôle prééminent dans la manière dont les relations économiques avec les peuples du désert se sont développées souvent. Alors, merci beaucoup.